beaucoup de gens ont peur du changement, ont peur de cet inconnu. Moi, je lui dis oui bien souvent. Alors, ça m'emmène quelques tracas aussi, mais ça me procure une somme d'expérience, d'apprentissage qui est incomparable. Bonjour et bienvenue sur Les Émerveilleurs, un podcast avec des entrepreneuses et entrepreneurs qui enchantent le monde, leurs équipes, leurs clients et leur business. Je m'appelle Emmanuel Le Saint, je suis consultant en entreprise et je suis passionné par la magie humaine au quotidien. Dans ce podcast, je discute avec des dirigeantes et des dirigeants qui distillent cette magie à leur façon pour booster la satisfaction de leurs clients, la motivation de leurs collaborateurs et bien sûr leur activité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager ma rencontre avec Olivier Morin, un chef d'entreprise engagé, très à l'écoute, dans le respect, le dialogue, et qui veut redonner sa place à la beauté. Il m'a reçu dans les locaux de Home, à la Chaise de Vicomte, avec son jeune chien Uno que vous entendez parfois pendant l'interview. Olivier est donc dirigeant de Home, une entreprise de design et maîtrise d'œuvre dans la construction, et il a été président de la CPME Pays de Loire pendant 7 ans, jusqu'au début de l'année 2024. Alors moi, j'ai beaucoup aimé cet échange avec Olivier parce que, notamment, il est convaincu qu'il faut redonner sa place au beau et qu'on peut faire du fonctionnel et du beau en même temps. Et ça me parle beaucoup. On a parlé d'entrepreneuriat, notamment comment faire évoluer son entreprise en étant toujours à l'affût des opportunités, mais aussi du quotidien des chefs d'entreprise qu'il a beaucoup côtoyé à la CPME. On a parlé aussi du bâtiment et des difficultés actuelles du secteur, et puis de l'importance de prendre le temps pour communiquer, pour se comprendre et pour aider les autres tout en se préservant soi-même. D'ailleurs, Olivier donne une astuce intéressante à la fin qui lui a fait gagner beaucoup de temps chaque jour. Allez, voici Olivier Morin, dirigeant de Home. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci de me recevoir ici. Donc, on est à la Chaise de Vicomte. Oui. Et on est dans les locaux de Home. Home, c'est ça, mon entreprise, mon agence d'architecture et de maîtrise d'œuvre. Bon. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis présenter l'activité de Home ? Eh bien, d'abord, c'est Olivier Morin, comme tu l'as dit, j'ai 43 ans, j'ai 2 filles. J'ai créé cette entreprise, alors c'est pas tout à fait cette entreprise dans son format actuel, mais on verra ça tout à l'heure, j'imagine. Mais j'ai créé cette entreprise en janvier 2007. Puis elle a évolué et au-delà de ça, je pense être quelqu'un qui aime les gens et qui essaye de les aider coûte que coûte. Et parfois ça me coûte un peu, mais ça me fait aussi beaucoup de bien. Voilà. Pour avoir un ordre d'idée de l'activité de Home, est-ce que tu as quelques chiffres clés en tête, le nombre de projets que vous faites par an, les clients, etc. Alors c'est une petite agence, on fait une vingtaine de projets par an en moyenne. On est plutôt placé sur du moyen haut de gamme. Dans le résidentiel essentiellement, on fait un peu de tertiaire. Comment t'es arrivé jusqu'à cette activité ? J'ai pas commencé sur ça, effectivement. Alors, à partir du moment où j'ai créé mon activité, celle-ci était en fait une activité de maçonnerie. Je venais du groupe Akena et j'ai repris 3 salariés à l'époque pour faire des extensions de maisons. On venait de la véranda, l'activité était celle des plateformes de véranda, et puis j'ai changé un peu le modèle en reprenant l'équipe, et c'est là qu'est né Néo-Bâti, et on faisait au départ des extensions de maisons. Très vite, je me suis rendu compte que quand on veut maîtriser son marché, il fallait être un petit peu en amont, donc commencer à dessiner les projets d'extension. Donc ça, c'était dans un coin de ma tête. Et puis l'entreprise a prospéré un petit peu. Et j'ai eu l'occasion de reprendre une autre entreprise de maçonnerie qui s'appelait Serge Ratouille à l'époque et qui disposait de son propre bureau d'études. Et là, je me suis dit, tiens, ça, c'est un format qui m'intéresse. Donc, je me lance dans l'aventure de la reprise à nouveau. Donc, l'entreprise grossit, donc l'entreprise de maçonnerie. Je regroupe les 2 activités de maçonnerie où là, on étoffe un peu le champ des possibles avec des marchés un peu différents, de la maison, un peu de tertiaire, un peu de tout. Et je sépare le bureau d'études. Et au fil du temps, les 2 activités se complétaient, mais se sont bien séparées. Et donc, ce bureau d'études a d'abord pris le nom de SR Concept, parce que je voulais faire le clin d'œil avec l'entreprise SR Construction
ancienne Serge Ratouille. Et puis finalement, on s'est rendu compte que les clients avaient un peu de mal avec ça, être jugé parti, celui qui conçoit et celui qui fait. Et on s'est rendu compte qu'il fallait marquer encore plus la séparation, y compris par le nom, et c'est là qu'est venu ce nom Home, avec mes 2 initiales au milieu de l'appellation. Et ce qui a permis à Home de prendre son envol en tant que vraiment bureau d'études et d'architecture, et puis de l'autre côté, l'entreprise de maçonnerie. Et puis j'ai eu l'opportunité aussi de me reposer la question, mais là les marchés évoluent encore, et pour maîtriser encore mieux mon activité, parce que pour construire, faut se mettre dans des lotissements, il faut avoir des terrains, je me suis rendu compte que il me manquait une case, quoi, et celle de la promotion immobilière est venue taper à mon esprit. Et je me suis dit, oui, effectivement, il faut que j'essaye de lancer un premier programme. Et c'est là que je me suis rendu compte aussi que je ne pouvais pas tout faire. Et donc, j'ai choisi de céder à l'activité de maçonnerie. C'était aussi une période un peu compliquée, mais on pourra peut-être en reparler. Et donc, j'ai cédé cette entreprise à un de mes salariés pour pouvoir me concentrer à la fois sur le bureau d'études et sur ce projet de promotion immobilière qu'on crée de rien. En plus de tout ça, pendant 7 ans, tu as été président de la CPME Pays de Loire. Oui. Alors, CPME, c'est un syndicat patronal. C'est l'équivalent de la CGT ou de la CFDT pour les salariés, mais là, c'est pour les patrons. C'est le MEDEF, mais des petites et moyennes entreprises. Ouais. Voilà. Alors oui, j'ai été président pendant 7 ans. Mon mandat s'est terminé. J'ai souhaité l'arrêter là, ce début d'année. C'est un mandat qui était important pour moi parce que c'était une façon d'aider les autres. J'ai besoin de ça, de partager mes expériences, d'essayer de trouver des solutions et puis de défendre les intérêts d'un beau métier qui est celui d'entrepreneur. Sur ton parcours aujourd'hui, de quoi tu es particulièrement fier ? Je suis fier d'avoir essayé puis d'avoir dit oui aux opportunités. En fait, c'était pas vraiment des opportunités, c'est-à-dire que de dire oui, ça nous engage dans quelque chose qu'on connaît pas, et puis d'expérimenter des choses, de découvrir et de se forcer à évoluer. Et ça, moi j'en suis fier. Je sais que beaucoup de gens ont peur du changement, ont peur de cet inconnu. Moi, je lui dis oui bien souvent. Alors, ça m'emmène quelques tracas aussi, mais ça me procure une somme d'expérience, d'apprentissage qui est incomparable. Et dans tout ton parcours, est-ce qu'il y a eu une difficulté qui t'a appris quelque chose et qui t'a permis de progresser ? De prendre conscience que la gentillesse, il faut pas que la gentillesse, ça soit de la naïveté. C'est-à-dire que j'ai eu des expériences, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais de vouloir aider, de vouloir rendre service. Il y a des moments où il faut savoir dire non aussi. Et ça rend service à tout le monde. Et ça s'apprend parce que c'est difficile. Enfin, pour quelqu'un comme moi, j'ai besoin, et encore aujourd'hui, d'apprendre à dire non et à fixer des limites. Finalement, si on devait faire une analogie, c'est comme avec nos enfants ou nos adolescents. On a besoin de poser un cadre, poser des limites, parce que sinon, l'enfant, il va chercher toujours plus loin, mais s'il n'y a pas de limite, il finit par être perdu. Mais finalement, c'est vrai tout au long de la vie. On a besoin d'avoir ces repères pour pouvoir s'y confronter de temps en temps et dire non, en fait, on ne peut pas aller au-delà parce que au-delà, ça fait du mal à tout le monde ou ça fait du mal à notre environnement. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit quand tu dis oui à quelqu'un, assure-toi de ne pas te dire non à toi. Oui, ça c'est dur. J'ai longtemps cru que l'abnégation, c'était une de mes grandes qualités. Finalement, c'était aussi une de mes plus grandes faiblesses. Je te propose qu'on parle un peu plus de l'activité de Home. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer qui sont tes clients ? Alors, tu as différentes activités, donc tu vas avoir différents types de clients. Et à quels besoins tu réponds ? Alors, pour la partie habitat, mes clients sont plutôt des clients qui ont déjà fait construire. Et ils viennent là pour un deuxième, un troisième projet. Ils ont déjà acheté une maison, ça s'est passé bien ou pas bien, mais leur modèle a changé, leur vie a changé, et ils veulent construire une nouvelle maison. Et c'est finalement le projet un peu de la maturité. Et c'est là qu'on intervient. Parce que alors, nous, on est très mauvais sur la capacité à répondre dans l'instantané.
ce que font très bien les constructeurs de maisons individuelles, par exemple. Nous, on ne sait pas faire ça. On prend une feuille blanche à chaque client et on dessine tout. Et on a besoin de les connaître, de les comprendre, de savoir quel est leur parcours de vie et qu'est-ce qui va avoir une influence sur la construction et qui fait qu'ils veulent un nouveau projet aujourd'hui. Et ça, c'est pour nous important et ça demande du temps. Et le temps, cette société en a de moins en moins et pourtant, il faut qu'on en consacre du temps pour faire des choses de qualité. Donc ça, c'est pour la partie habitat. Voilà. Pour la partie tertiaire, on est plutôt sur des activités médicales. On accompagne beaucoup des professions médicales, donc ça peut être les paramédicales ou médicales, sur la création de leur cabinet, sur des agencements spécifiques à leur activité. Puis on a quelques demandes sur l'artisanat. Puis là, une toute nouvelle sur l'aménagement d'accueil au public là, d'une mairie. Donc c'est des marchés que nous explorons en ce moment et sur lesquels on se débrouille plutôt bien, on est bien perçu. Et si je pense à la promotion immobilière, oui. Pour vous, vos clients, c'est vos futurs clients. La promotion immobilière alimente aussi notre bureau de maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire que nécessairement, on a besoin d'un maître d'œuvre pour diriger le chantier. Et donc, on fait appel à notre propre cabinet sur ces questions-là, ce qui nous permet une certaine autonomie puis de bien maîtriser l'ensemble du projet. Après, la promotion immobilière, on n'en fait pas une activité aussi étoffée que certains de nos confrères qui travaillent très bien. C'est des activités... c'est une activité ponctuelle qui cherche à travailler sur des niches et sur des projets qualitatifs aussi. On n'est pas sur un rendement absolu au mètre carré, c'est plutôt du bien vivre ensemble. C'est un des points que j'ai pu observer en préparant un peu cette interview. C'est quoi les spécificités de Home ? Et là, tu as parlé de qualité, tu as parlé de prendre le temps, de comprendre. J'ai vraiment ressenti ça. C'est ça vos points je crois que la première chose chez nous, c'est de prendre le temps. Prendre le temps de se connaître, de comprendre, prendre le temps de dessiner, prendre le temps de corriger. Voilà, c'est un investissement de construire. Ça coûte cher, et encore plus aujourd'hui, et donc il faut le faire bien. Souvent j'entends dire que la première maison, on fait plein d'erreurs, et puis c'est souvent au bout de la deuxième ou la troisième qu'on se trompe pas. Ça devrait pas être ça. On devrait écouter nos clients et ne pas se tromper tout de suite et avoir un projet qui corresponde réellement à leurs besoins. Après, les besoins peuvent évoluer dans le temps, mais quand on construit sa première maison, elle devrait être bien faite tout de suite. On ne devrait pas avoir à se dire si j'avais su, je n'aurais pas fait comme ça. Et ça, on ne veut pas que ça arrive. On veut prendre le temps. Et ça, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Ouais. J'ai discuté ce matin avec une personne qui fait des cuisines, des salles de bain, et qui me disait qu'à chaque fois, donc, il va sur place pour voir comment les gens vivent. Et aussi que les personnes arrivent parfois avec des idées en disant voilà, moi c'est ça que je veux. Et lui, quand il regarde, il se rend compte que non, en fait, le besoin, ça va pas être ça, parce qu'il va avoir des problèmes un peu au quotidien. Est-ce que pour vous, c'est pareil ? C'est-à-dire qu'entre ce que les clients demandent au départ et ce que vous leur proposez, vous détectez des choses que soit ils n'avaient pas exprimées, soit des choses dont ils n'avaient pas conscience. Alors, c'est marrant parce que ça m'évoque deux choses. La première, c'est que quand les clients viennent nous voir, ils ont plein de belles idées, ils veulent plein de choses. Ils n'ont pas de conscience de ce que ça peut coûter. Oui. Alors ça, c'est un peu l'atterrissage, mais c'est comme quand on va dans une concession pour acheter une voiture, on voit plein de belles choses, on a envie d'acheter une belle Aston Martin et puis on repart en Twingo. C'est très frustrant. Mais ça nous arrive aussi en construction. Bon. Et encore plus aujourd'hui parce que les prix ont augmenté et la capacité en fait d'investissement s'est réduite, donc faut revenir à des choses un peu plus raisonnables. Mais la deuxième chose à laquelle ça me fait penser, c'est que les clients qui nous parlent de leur projet arrivent à le faire parfois au travers des yeux des autres. C'est-à-dire que on travaille sur ce qu'on appelle nous un programme, donc l'identification de l'ensemble de leurs besoins, et puis donc on va faire une première esquisse. Et cette esquisse, on va leur remettre, on va leur laisser le temps, encore une fois, de se l'approprier, de s'imaginer dedans. Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que je vais pouvoir mettre mes meubles correctement ? Même si on les dessine, ils ont besoin de s'imaginer dedans. Et ils reviennent et ils nous disent, et ça arrive de temps en temps,
Ouais, mais on nous a dit que c'était pas bien d'entrer dans la salle de bain par le dressing parce que ceci, parce que cela. Et je leur dis, mais c'est les gens qui vous ont dit ça qui vont vivre dans votre maison ou c'est vous ? Comment vous imaginez vivre dans votre maison ? Quel est votre besoin à vous ? Parce que tout le monde a des besoins différents. Si vous demandez à Pierre-Paul ou Jacques, vous allez avoir plein de critiques sur les plans. Et c'est normal, c'est pas leur maison, c'est la vôtre qu'on est en train de dessiner. Donc ça, c'est parfois dur de leur faire lever la tête, parce que c'est aussi un sport national en France que de critiquer, mais ça, c'est pas grave, parce que ça peut être très constructif. Mais sur l'usage d'un bien, eh bien c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Et ce qu'on en fait... Enfin, ce que j'en fais moi, c'est pas ce que t'en fais toi, c'est pas ce qu'en fait mon client. Donc, un avis, c'est bien, mais ça veut pas dire grand-chose. Voilà. Oui, ça rejoint un peu la peur de mal faire. Et donc, on préfère avoir les avis à gauche et à droite, et à la fin, on est encore plus perdu. Exactement. Ouais. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à se mettre à la place du client et d'imaginer ce qu'il trouve beau, lui. Voilà. Et donc, on lui prête notre stylo. Et c'est tout le travail qu'on a à faire en amont de bien comprendre ce client-là. Mais je mentirais à dire que malgré tout, il n'y a pas notre patte. Ouais. On a nos habitudes, on a aussi nos petites affinités. Et c'est aussi pour ça qu'on vient vous voir. Oui, c'est sans doute aussi pour ça qu'on vient nous voir, parce qu'on a cette créativité en interne. Là, on a une équipe qui est plutôt imaginative, donc c'est ça qu'on vient rechercher. Mais on essaye de respecter autant que possible le choix, les goûts en fait de nos clients, et ça, c'est important. Mais il faut cultiver le beau. Si on fait du fonctionnel, ça n'a pas d'âme, ça ne dure pas dans le temps, ça devient un bien de consommation. Et c'est une tendance dans notre pays de transférer finalement l'immobilier dans la consommation et plus dans le patrimoine. Au-delà du besoin, c'est de rajouter une dimension, de donner une âme en fait, et qui corresponde à ce qu'une entreprise ou un particulier va avoir à l'intérieur. On peut faire du fonctionnel avec du beau. Donc pourquoi s'en priver ? Comme je disais, c'est vraiment étroitement lié entre la vision qu'on a de l'immobilier. Est-ce que c'est du patrimoine, quelque chose qu'on considère de durable dans le temps, et la beauté, l'esthétisme fait partie de la durabilité, ou est-ce qu'on veut que l'immobilier soit quelque chose de fonctionnel, et dans ces cas-là, la beauté n'a aucun critère et aucune nécessité d'être, donc on bascule dans la consommation, et puis on peut détruire, on peut recommencer ad vitam aeternam, mais ça n'a pas d'importance, puisque c'est l'usage qui prime et pas ce qui reste. Alors on y reviendra après, mais je pensais à ce que tu disais tout à l'heure avec les différentes crises qu'on traverse depuis ces dernières années. Le secteur du bâtiment a été particulièrement impacté. Tu as parlé de la hausse des prix, mais il n'y a pas que ça. Quel regard tu portes sur tout ça ? Ça vient rappeler un petit peu ce que je disais juste avant. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression que nos gouvernements successifs nous font glisser l'immobilier vers la consommation. Vers un bien où finalement le patrimoine n'a pas de raison d'être. Ça, c'est quand même embêtant. Et ça nous pousse à faire ce qu'on a fait après-guerre, de construire pour loger rapidement, et c'était vraiment la fonction. Et on se retrouve avec des barres d'immeubles qui sont pas jolies, qui sont pas chouettes. Voilà. Donc ça, c'est un peu le contexte. Et donc, ce qui fait que ça coûte cher de se loger, ça c'est une certitude. Et en plus, dans le contexte, c'est qu'aujourd'hui, les normes sont devenues très contraignantes. Mais ça, à la rigueur, c'est pas trop grave, parce qu'en fait... c'est aussi, normalement, ça ne devrait pas être trop grave, parce que c'est dans l'intérêt du consommateur de moins polluer, de moins consommer d'énergie. Donc ça, pour nous, c'est important. Encore faut-il que ces réglementations elles soient honnêtes, et qu'elles ne soient pas ordonnées par des lobbies qui détournent finalement l'intérêt d'une réglementation thermique, notamment. Et puis de l'autre côté, on a eu un renchérissement du coût des matériaux, de la vie, et aussi des taux d'intérêt qui sont venus limiter la capacité d'emprunt. Donc tout ça s'est retrouvé sur un même point, un même moment, et ça a créé une incapacité d'acheter sur le marché, et ça, ça peut être très inquiétant. Et à la fois, c'est aussi pour revenir un peu à la normale sur ce marché. C'est-à-dire que
les taux d'intérêt à moins de 1%, c'était pas normal. Quand là on arrive en dessous des 4%, on revient à quelque chose de normal. C'est monté un peu plus sur le début d'année ou l'année dernière. Mais voilà, on est en train de redescendre en dessous de 4%. Si on emprunte à 3, 3,5, on est sur des taux d'intérêt qui sont supportables. Maintenant, c'est aussi l'habitude qu'ont pris les consommateurs à avoir des maisons avec 3 chambres, le bureau, le dressing, la salle de bain, la suite parentale, tout ça, et qui vont devoir s'habituer à autre chose maintenant, c'est sûr. Tu parles d'un retour à la normale, avec plus de conscience de ce qu'on fait, de remettre le bâtiment comme le patrimoine, et quelque chose d'important, et donc qui a besoin aussi qu'on se pose pour y penser, et pas en disant, tiens, dans 2 ans, je referai autre chose vite fait. Voilà. C'est ça, il faut prendre le temps. Ça, c'est quelque chose, moi, qui compte pour moi, prendre le temps. Donc voilà, il faut réfléchir à comment construire ce dont on a réellement besoin. La fonction ne doit pas forcément primer. Tiens, un exemple. On a l'habitude de rapporter le coût d'une maison au mètre carré. Oui. Je peux te dessiner une grande pièce, pas carrée, par exemple une pièce de vie. Tu vas la meubler, tu vas mettre un canapé, tu vas mettre une table, et puis en gros, tu auras fait ça. Et qu'elle fasse 50 mètres carrés ou 30 mètres carrés, tu vas mettre la même chose. Donc, c'est plutôt comment elle va être conçue pour que ça soit agréable dedans que la surface qui est importante. Et pourtant, on vend les maisons au mètre carré, on apprécie leur valeur au mètre carré, et c'est pas très logique, en fait, tout ça. Ce qui serait logique, c'est sa performance énergétique. Est-ce qu'elle consomme beaucoup ? Alors ça, on commence à en tenir compte, mais c'était pas le cas avant. Les vieilles maisons bourgeoises de centre-ville, ça se vendait une fortune. Bon, maintenant, on les regarde à 2 fois parce qu'il faut les chauffer. Mais voilà, encore trop, la surface des habitations prime. C'est combien coûte votre maison au mètre carré ? Oui, mais vous vous rendez compte, ça revient cher. Oui, mais elle est bien agencée. Vous n'avez pas de perte de place, vous n'avez pas des dégagements à n'en plus finir et qui ne vont pas vous servir, qui ne sont pas utiles. Et ça, c'est des réflexions qu'on doit avoir. Et dans ces temps difficiles, où tout coûte un peu plus cher, où la capacité d'investissement elle est un peu contrainte, eh bien... ça nous oblige, nous, les concepteurs, à trouver d'autres solutions et à apporter aussi une autre vision des choses. Et ça, comme toujours, quand on est sous la contrainte, on innove. Ouais. C'est bien. C'est les tendances que tu vois venir là ? Grâce à ces crises-là, c'est le côté positif de dire on est dans l'obligation d'innover et de trouver des nouvelles solutions. Il y a à la fois cette opportunité et à la fois une menace, c'est que le marché se concentre entre des gros faiseurs. On va faire des gros programmes et on met les gens dans des clapiers à lapins et il y a du mal-vivre et puis les gens sont tendus et après on s'étonne que ça fait des quartiers où on se sent pas bien. Voilà, ça c'est ce qu'il faut combattre et il faut laisser la place encore au beau et à l'invention, à l'imagination pour que on trouve d'autres façons de construire sur moins de terrain ou en réhabilitant des terrains et c'est possible, c'est vraiment possible. Et ça, c'est d'ailleurs des choses que vous faites sur la promotion immobilière, où vous allez chercher En fait, la réhabilitation. On s'interdit l'acquisition de nouvelles parcelles de terrain qui n'auraient pas été déjà urbanisées. On travaille avec ce qui existe. On a un projet immobilier sur Belleville. C'est notre prochain programme. On veut utiliser une ancienne usine qui est actuellement utilisée comme dépôt de stockage, qui est occupée, mais on veut utiliser cette usine pour construire de l'habitat avec. On ne va pas la déconstruire, on va l'utiliser comme un support de construction. Voilà. Et pour montrer qu'on peut faire des choses avec ce qui existe. Ah, c'est chouette. Pour terminer sur cette partie, est-ce qu'en 2024, il y a des choses que tu souhaiterais faire mieux au niveau de ton activité ? Il y a plein de choses que j'aimerais faire mieux parce que j'apprends tous les jours, je fais des bêtises tous les jours, donc j'aimerais en faire beaucoup moins. Non, en fait, c'est pas vrai. J'aimerais en faire toujours autant parce que c'est grâce à toutes mes erreurs que j'apprends. Sans rire, si j'avais des choses vraiment améliorées là tout de suite, c'est ma disponibilité au sein de mon entreprise. Mais c'est déjà quelque chose que j'ai entamé puisque j'ai libéré mon mandat de président de la CPME en ce début d'année. Mais voilà, c'est prendre plus de temps pour mon entreprise pour pouvoir imaginer d'autres solutions, d'autres façons de construire
Ça m'intéresse beaucoup et ça va être un des enjeux des mois et des années qui viennent. Alors c'est une excellente transition, merci. En fait, je voulais parler de l'organisation de l'entreprise. Oui. Combien de collaborateurs tu as ? 3. Trois. Une petite structure. Et donc chacun a sa mission spécifique, Oui, c'est ça. Il y a un assistant de gestion, un dessinateur, un architecte, et puis moi sur la partie commerciale et suivi de chantier. Donc tu as parlé de vos points forts, de ce que tu souhaites aussi vraiment mettre en avant, l'élégance, le design, le bien vivre. Comment tu arrives à faire partager cette vision à tous tes collaborateurs ? Je vais te répondre un peu autrement, c'est qu'on a besoin de tout pour qu'une entreprise fonctionne. On a besoin de gens cartésiens, structurés, presque même un peu rigides, pour que les règles s'appliquent, les contrats soient bien faits. Voilà. On a besoin de ça, de cette rigueur. On a aussi besoin de gens créatifs et qui le sont naturellement. Et j'ai pas eu besoin finalement d'aller les former à ça. C'est eux finalement qui ont apporté ça à l'entreprise. Et puis il y a aussi l'expérience, notamment avec notre architecte qui lui est en fin de carrière et donc il a déjà un savoir extrêmement étoffé et qui nous apporte aussi une autre vision de la construction parce qu'il la pratique depuis des dizaines d'années et donc cette vision nous permet aussi d'enrichir cette élégance et ce design de nos constructions. D'accord. Oui, je sais, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, j'avais cette question de comment former à la créativité ou tout ça, et en fait c'est l'inverse. C'est nos personnes qui ont déjà... Il faut se l'autoriser. Alors, ceci dit, c'est-à-dire que les personnels peuvent avoir leurs propres appétences sur le sujet ou compétences. Et donc, il faut savoir les exploiter, même si le mot n'est pas très joli, en tirer le meilleur. Mais pour ça, il faut se l'autoriser. C'est-à-dire qu'il faut accepter l'idée que, on va prendre plus de temps, on va être plus imaginatif, et on lui permet à cet employé de passer plus de temps qu'il n'aurait fallu pour faire un plan, mais parce que il a besoin de ce temps de créativité, et puis le laisser aller chercher des inspirations comme il l'entend. Donc c'est plutôt une autorisation dans le management, une autorisation informelle, mais à explorer, à ne rien s'interdire. Ouais. Dans des interviews que j'ai pu voir, tu parles beaucoup du respect de la relation à l'autre qui est très importante pour toi. Tu peux nous en parler un petit peu ? Pourquoi c'est important pour toi ? Tu vois bien que les temps sont durs, hein. Les gens se parlent mal, ils apprennent en plus pas très bien dans le cycle initial de l'éducation. C'est pas enseigné, hein, la communication. Non, on n'a pas de cours là-dessus, non. Et donc, quand on est dans cette société où les gens se parlent par SMS, par mail, de manière assez dure, assez violente même parfois, les gens s'isolent. Et quand ils sont en face à face, c'est compliqué avec comment on réagit, comment on fait. Et il faut réintroduire ce respect dans notre société. Alors, respecter le temps, respecter les gens, respecter le travail, respecter les erreurs. Voilà, c'est des choses dont j'aime bien parler. Enfin, moi qui me sont chers. Et donc voilà. Après, c'est très personnel le respect. C'est-à-dire qu'une personne peut se sentir irrespectée parce que pour telle ou telle raison et que l'autre personne en face n'aura pas la conscience d'avoir été irrespectueux parce que c'est pas dans son logiciel, c'est pas le même curseur, c'est pas la même éducation. Mais l'important en fait, ça va être la communication entre les deux. C'est finalement prendre le temps de comprendre les gens et puis d'accepter leur réaction, quelle qu'elle soit. Et finalement, d'avoir cette intelligence du soi et de l'autre pour que on puisse bien travailler ensemble et puis bien vivre ensemble, de manière générale. Et c'est très cohérent avec ton approche aussi vis-à-vis des clients, qui est de comprendre comment ils fonctionnent pour leur fournir le meilleur service. Alors, je dis pas que ça marche tout le temps, hein. Malheureusement, dans mon entreprise, comme beaucoup d'autres, il y a des contentieux. Parfois, on n'arrive pas à se comprendre. Et il faut aussi l'accepter, puis essayer de trouver des solutions. Est-ce que tu es confronté, comme d'autres entreprises, à des difficultés de recrutement ? Alors, soit pour toi, soit aussi tu connais beaucoup d'autres chefs d'entreprise de par les fonctions que tu as eues. Est-ce que tu vois dans le bâtiment aussi ces difficultés-là ? Ah oui. Alors, dans mon agence, non, pas proprement dit, parce qu'on n'a pas d'objectif de recrutement.
On accueille de temps en temps des stagiaires et on essaye de contribuer à l'effort de formation des jeunes, leur donner envie de faire ces métiers-là. Par contre, dans nos équipes de construction, donc nos artisans, nos entrepreneurs, là on voit vraiment de la souffrance à recruter. On voit beaucoup de mobilité des employés chez eux. Donc ça va d'une entreprise à une autre. Et donc c'est le grand mercato, ça tourne. Et ça c'est difficile à supporter par les entrepreneurs. Et puis on a une appétence qui n'est pas réellement là pour la construction. Ce sont des métiers qui ont été longtemps décriés. Tu étais mauvais à l'école, allez, tu feras maçon. Allez, c'est parti. Sauf que pour être maçon, un maçon autonome, il faut presque une dizaine d'années. C'est un métier qui est compliqué, c'est un savoir-faire, c'est un geste. Et donc, on ne les valorise pas assez, ces métiers. Et donc, on a une pénurie, en fait, de jeunes en formation dans ces métiers-là. Et donc, le recrutement en pâtit. Il y a un déficit de main-d'œuvre important dans tous les secteurs, quels qu'ils soient, du bâtiment. Aujourd'hui, donc, il y a comme on disait, le sens du respect de l'environnement. Donc, c'est super que les normes aillent dans ce sens-là. Toi, pour Home, ta vision sur les sujets, c'est celle dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, ça nous oblige à innover et à aller dans le bon sens. La réglementation, elle est utile pour contraindre. Ça, c'est une certitude. On a, à un moment donné, besoin de contraindre pour faire évoluer des pratiques d'un métier. Mais ça ne suffit pas. Pour deux raisons. La première, c'est que les règles telles qu'elles sont construites aujourd'hui, elles sont construites par des personnes qui ont des intérêts à ce que des équipements soient vendus. Il faut mettre des pompes à chaleur, il faut mettre tel et tel équipement, et tout ça, ça coûte cher. Alors que, on le dit assez souvent, l'énergie qui coûte la moins chère, c'est celle que l'on ne consomme pas. Et aujourd'hui, si on prend la réglementation environnementale 2020, eh bien, une maison passive, labellisée Passive House, n'est pas compatible, n'est pas réglementaire. C'est-à-dire qu'une labellisation Passive House, une maison qui ne consomme pas ou peu, qui est presque autonome, toute seule, sans équipement, parce qu'elle est bien orientée, parce qu'elle est bien isolée, parce qu'il y a de l'inertie, parce que ceci, parce que cela, elle ne répond pas au cahier des charges de la réglementation environnementale 2020, qui nous oblige quand même à mettre des équipements, des ceci et cela. Et ça, c'est embêtant. C'est-à-dire que c'est obligé finalement à consommer, alors qu'on pourrait construire en limitant l'usage d'équipements coûteux et qui ne sont pas durables dans le temps. Une pompe à chaleur, ça a une durée de vie. Ça coûte cher et ça tombe en panne, il faut changer les pièces, il faut entretenir. Voilà. Quand on n'a pas besoin de chauffer, on n'a pas besoin de cette pompe à chaleur. Voilà. Et donc on n'a pas besoin de l'entretien, des pièces et tout ça. Voilà. Bon, c'est un peu raccourci, mais la réglementation, elle est importante. Il faut faire évoluer les pratiques pour que déjà ça coûte moins cher à l'usage. Ça, c'est important. En espérant que l'énergie ne s'envole pas au point de rattraper ce que ça nous coûtait avant. Mais c'est important pour consommer moins, donc polluer moins, potentiellement. Mais il faut que cette réglementation elle soit honnête. Voilà. Qu'on garde le sens d'origine, quoi. Voilà. Du côté des clients, est-ce que tu as vu une évolution dans les demandes par rapport au respect de l'environnement ces dernières années? Alors, tu sais, c'est une demande qui vient dès le départ. Ah oui, moi j'aimerais bien que ma maison soit passive. Pas de souci. Donc ça a un coût. D'aller jusqu'à ce niveau-là, ça a un coût, un investissement de départ qui se récupère par l'usage, et puis la valeur qu'a le bien. Mais en fait, encore trop de clients sont focalisés sur la surface, la fonction, plutôt que cette performance. Et donc, c'est un des premiers critères qui tombe. C'est non, je garderai mon dressing, mon bureau, et parce que je ne veux pas le faire au détriment de ça, et donc j'abandonne la performance. Les diagnostics, les réglementations thermiques, tout ça vont quand même dans le bon sens et font changer la perception qu'on a des bâtiments. Avant d'acheter la maison bourgeoise dont je parlais tout à l'heure, en centre-ville et qui n'est pas isolée, qui est belle mais qui n'est pas isolée, on se pose la question de sa réelle valeur en vue de ses performances. Voilà. Je te propose qu'on parle de la CPME. Oui.
Donc tu as été président pendant 7 ans. C'était quoi ton rôle en tant que président ? Alors le rôle, c'est comme dans toute association, puisque ce sont des associations, les CPME, eh bien c'est de représenter un conseil d'administration. Voilà. Donc évidemment, on est le porte-parole, la tête d'affiche d'une organisation patronale. Donc on vient négocier avec les autres syndicats, les syndicats de salariés aussi. On rencontre les personnalités publiques, on leur fait part de nos difficultés, nos mécontentements, nos demandes, pour qu'on puisse faire évoluer le cadre de travail de nos entrepreneurs. Mais ça se fait toujours avec des adhérents, un conseil d'administration qui font remonter finalement des besoins, des difficultés, et le président, il en est le porte-parole. D'accord. Et au quotidien, c'était quoi tes activités en tant que président finalement ? Tous les mois, par exemple, il y avait une rencontre avec le préfet de région où on abordait les sujets d'actualité, les sujets de négociation au niveau national ou au niveau local, des remontées de dossiers en particulier sur des points de difficulté, les remontées de fonctionnement des administrations. Donc là où les entrepreneurs se trouvent en difficulté dans leur communication avec l'administration, on faisait remonter, on mettait aussi en évidence des dysfonctionnements. Voilà, ces réunions, on les avait une fois tous les mois, mais il y en a autant que d'institutions. Il n'y a pas que le préfet, il y a le président de région, il y a des EPCI. Donc c'est pas mal de travail. Et puis il y a tout le travail en interne, au bénéfice de nos propres adhérents, où on avait des actions d'accompagnement, de transition. On les accompagnait sur la transition numérique pendant tout un temps, sur la cybersécurité, sur la transition environnementale. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont faites en interne et qui servent la vie quotidienne de nos adhérents. Oui, c'est ça. Au-delà de l'aspect représentation dans les instances, négociation et tout ça, il y a vraiment cet accompagnement au quotidien pour faciliter aussi la vie du chef d'entreprise. C'est ça. Il y avait aussi, dans ce que j'ai lu, il y avait aussi beaucoup de soutien moral, notamment dans les années qu'on vient de vivre. Pendant la période du Covid, ça a été... la CPME a eu un positionnement extrêmement important pour rassurer les chefs d'entreprise, pour leur donner les informations sur ce qu'ils pouvaient faire, ne pas faire. Donc on était en contact direct avec les préfets, l'ARS, donc c'était du presque quotidien. Ouais. Donc moi j'ai dû être un des rares à tourner dans tous les sens pendant que tout le monde était à la maison. Donc j'ai pas mal bossé à cette période-là, pas pour mon entreprise mais pour la CPME, mais parce qu'il fallait trouver des solutions, comprendre. On avait des méconnaissances sur ce Covid, et puis on nous disait vous devez vous protéger, vous devez pas vous mettre en difficulté, puis en même temps on avait un préfet qui nous rentrait dedans en disant vous êtes des feignants, faut retourner au boulot quoi. J'exagère un petit peu, je tire le trait évidemment, mais quand le secteur économique s'arrête, il n'y a plus de TVA qui rentre, donc il n'y a plus de TVA, il n'y a plus de budget à l'État, donc c'est vite la difficulté. Une petite anecdote, c'est que sans nommer l'organisme en question, mais la directrice m'appelle et me dit « Olivier, ces entreprises ne reprennent pas le boulot, le mois prochain, on n'est plus capable de payer les prestations. » Donc voilà, c'était ça l'enjeu en fait. Il y a une réalité économique derrière, c'est que nos fonctionnaires, ils sont payés parce que l'économie tourne. Quand l'économie ne tourne plus, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Il faut un secteur économique pour pouvoir payer le secteur non marchand. Donc, en tant que président de la CPME, tu étais en contact avec beaucoup de chefs d'entreprise. Oui. Après toutes ces années, aujourd'hui, quelle est ta vision de la santé mentale de ces entrepreneurs ? Oui. Alors, je crois que depuis que j'ai commencé mon mandat, j'ai toujours dit que, attention, il y a des chefs d'entreprise qui souffrent énormément. C'est pas palpable par le grand public. Et c'est pas intéressant. Et ça me peine beaucoup. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ne gagnent pas le SMIC. Ça, faut le savoir. C'est beaucoup de chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à se payer correctement. Et en tout cas, en fonction du nombre d'heures qu'ils font, c'est pas les 45 000 euros du ministre de je sais plus quoi, là, qui faisait du tennis. Et puis, c'est 70 heures par semaine en se versant zéro. Et en vivant de l'ACRE, donc dispositif de Pôle emploi à l'époque.
C'était ça la réalité, et ça l'est toujours. Il y en a plein. Et au-delà de ça, c'est la souffrance qu'il y a quand on vous dit d'arrêter votre activité, que vous voyez qu'il n'y a plus rien qui rentre, qu'on vous dit que... quand je dis arrêter l'activité, je fais référence au Covid, oui. Mais c'est aussi les problèmes de personnel. Encore pas plus tard qu'il y a 6 mois, j'ai un menuisier qui a perdu les 3/4 de son effectif en l'espace de 6 mois. Les marchés ils sont signés, les commandes elles sont passées, donc il va bien falloir faire le travail. Comment vous gérez ça ? Et puis il y a la vie personnelle qui peut être une catastrophe aussi derrière. Mais ça, on n'en parle pas. Puis à la rigueur, ces salauds de patrons, c'est leur problème. Ils ont tellement gagné leur vie avant qu'ils se débrouillent. Mais non, ils n'ont jamais gagné tellement bien leur vie. Il y en a quelques-uns, mais d'abord, c'est pas des patrons qui ont mis leur argent et qui sont non salariés qui sont dans cette situation. Ce sont des patrons salariés dont on parle, qui gagnent très très bien leur vie, ou même parfois de manière indécente. Et donc voilà, il y a un amalgame qui est fait. Et je vais te confier une anecdote là, qui n'est pas très vieille. Un chef d'entreprise se tue sur son lieu de travail. Donc, gendarmerie, inspection du travail se déplace pour voir les circonstances. Alors, qu'est-ce qui s'est passé machin. Et il est où le salarié qui est accidenté ? Et puis là, on dit non, c'est le chef d'entreprise qui est là. Ah bon, c'est le chef d'entreprise. Nous, on n'a rien à voir avec ça, on s'en va. Ça choque personne. Quand c'est un salarié, le chef d'entreprise va en garde à vue. Quand c'est un employeur, c'est pas grave. Quand un employeur se suicide, c'est pas grave. Quand un employé de France Télécom se suicide, c'est une montagne dans les journaux. Donc là, il y a quelque chose qui va pas de ce point de vue-là. Alors, ça amène aussi à une autre question, c'est pourquoi les chefs d'entreprise font ça dans ces cas-là ? Pourquoi ils continuent ? Pourquoi ils entreprennent ? Ça, c'est un autre sujet, et il y a un chercheur très très bien qui s'appelle Olivier, dans le sud de la France, Olivier aussi, et donc Olivier Torres, et qui nous explique que finalement, en fait, quand le chef d'entreprise réussit, la réalisation de soi en particulier, ça vient effacer tout le stress, tout le mauvais stress qu'un salarié n'aurait jamais supporté. En fait, il y a cette balance d'équilibre qui se fait et qui permet au chef d'entreprise de tenir et de persévérer dans son activité. C'est vraiment le fait de se réaliser. Ouais. Donc la réalisation de son projet, de sa mission, vient l'aider à porter tout ce qu'il porte au quotidien. Quoi. À la fois les problèmes économiques, les problèmes de production, les problèmes de management, RH, d'administration. C'est ça. Parce qu'il porte ça tous les jours. Quoi. C'est ça. Et quand il n'arrive plus à contrebalancer, c'est là que ça finit mal. Ouais. Et quand je dis que ça finit mal, c'est que ça finit vraiment sur la santé, bien souvent, ou sur la vie, tout court. Et donc, tu as été président pendant les années Covid. Ah oui. Sur tout l'ensemble de ton mandat, est-ce que tu as des fiertés particulières ? Je pense que cette période-là en particulier a été très importante pour la CPME, et on a répondu présent, et on a été le syndicat professionnel sur qui tout le monde s'appuyait pour l'accompagnement des entreprises. Et en même temps, c'est logique. 95%, même 98% des entreprises sont des PME en France. Donc il fallait qu'on entende bien les PME, que toutes les PME entendent bien aussi les conseils qu'on leur donnait pour que ça redémarre et dans de bonnes conditions. Cette période-là, elle était extrêmement riche, mais vraiment, ce dont je dois être le plus fier, c'est la relation que j'ai eue avec le personnel de la CPME, cette équipe qu'on a recrutée avec mon secrétaire général, des personnes extrêmement compétentes, des couteaux suisses, comme on disait, capables de gérer 1001 choses. Et ça a été vraiment une fierté d'avoir su composer cette équipe-là. Qu'est-ce qui fait que le matin, tu as la flamme pour te lever ? Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin ? Rencontrer les gens. C'est de découvrir, je dirais pas chaque jour, mais presque, des personnalités différentes, des gens qui ont des vécus, des choses à partager. Pour moi, c'est extrêmement important. Ça me fait du bien et ça me motive. Quand à chaque fois j'ai un nouveau projet, je découvre ces personnes dans l'intimité. C'est presque une marque de confiance qu'on me donne dès le départ, en acceptant de se dévoiler comme ça. Et mais c'est tellement riche. C'est extrêmement motivant. Pour te dire, j'ai des clients qui sont devenus des amis. Et donc, je trouve ça exceptionnel. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette.
Qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer ? Alors, si tu as regardé quelques vidéos de moi, tu as Je dû... pense savoir ce que tu vas dire. Voilà, je m'arrête en pleine campagne, ça me prend comme ça, et je vais aller marcher, je vais aller profiter d'un beau paysage, d'une belle vue, d'un beau bois, d'une rivière, je vais aller marcher et laisser libre cours à mes pensées, puis même évacuer finalement parfois le stress, la tension qu'il peut y avoir. Et ça me prend comme ça, je vais être entre deux rendez-vous, sur une route, je vois un bel endroit et pouf, je m'arrête et j'en profite. Ça beaucoup, et puis j'ai une autre passion, et ça qui est dévorante, mais qui pareil nous donne une autre perception de la vie et de notre terre. C'est j'adore voler, j'adore piloter des avions, donc voilà, c'est une passion. J'en fais pas encore assez à mon goût, mais voilà, ça fait une partie des choses qui me permettent de penser à autre chose. Tu changes de vision, mais là concrètement, quoi. Ça te donne un autre angle de vue, et ça prend de la hauteur, hein, comme on dit souvent de façon métaphorique. Il y a une belle métaphore qu'un journaliste, Bernard Chabert, avait pu dire de son vivant, c'est que finalement, voler, c'est se payer un acompte de paradis. Oh, c'est joli. Voilà. Est-ce que tu as mis en place une façon d'organiser ton temps particulière ? Il y a plein de théories sur la gestion du temps, mais souvent pour les chefs d'entreprise, voilà, ils ont leur activité professionnelle, tu avais en plus ton mandat, tu as tes passions, etc. Est-ce que toi, tu as mis en place des règles pour gérer ton temps ? Il y en a une en particulier que j'ai mise en place et qui me fait gagner un temps fou, c'est que j'empêche les gens de laisser des messages sur mon répondeur. Voilà. Ça peut paraître idiot, peut-être même agaçant, mais c'est d'une hygiène de vie incroyable. Parce qu'en fait, on se rend compte, parce qu'on a plein d'autres outils pour communiquer, hein. Il y a le SMS, il y a les mails, rappeler, ou appeler au bureau, parce que j'ai du monde aussi au bureau. Donc, je me suis rendu compte en faisant ça, que beaucoup d'appels n'étaient pas urgents. Parce que les messages que j'écoutais, c'est « Ouais, rappelez-moi, Olivier, j'ai besoin que vous me rappeliez, c'est urgent, machin. » Mais en fait, quand on n'a pas possibilité de laisser de message, les gens appellent au bureau si c'est important. Et moi, je rappelle en général quelques minutes après, quand j'ai fini mon rendez-vous. Mais voilà, de laisser le message, finalement, moi, ça me coûtait du temps à aller tous les réécouter. Et puis en plus, comme on l'évoquait tout à l'heure, la relation entre les gens, elle est parfois difficile. Et laisser un message sur un répondeur, c'est pas comme parler à quelqu'un en direct. Donc parfois des langues dérapent, c'est pas très agréable, on passe du temps, ça stresse tout le monde. Donc là, pas de message, un SMS si c'est urgent, et là je rappelle, ou les gens rappellent 2-3 fois, et puis là dans ces cas-là je vois bien qu'il y a quelque chose à traiter, ça arrive quasiment jamais. Et puis j'ai mes collaborateurs au bureau qui sont en capacité de donner un certain nombre de réponses déjà, et qui suffit. Donc voilà, c'est une des choses que j'ai mises en place qui marche plutôt bien. Merci pour ces tuyaux. J'ai quelques petites questions pour finir. Donc c'est en 2001, je crois que tu as lancé Neobati. 2007. Quel conseil tu donnes, Olivier Morin d'aujourd'hui donnerait au Olivier Morin de l'époque ? Je dirais réfléchis bien quand même. Ouais, franchement, parce que être chef d'entreprise, ça s'apprend pas à l'école, ça s'apprend sur le terrain et en faisant des erreurs. Voilà. Et franchement, ça use beaucoup un homme, parce que cet apprentissage, il se fait parfois dans le mal. Il est pas toujours récompensé. C'est-à-dire que tu peux avoir un projet, que ça soit porteur un petit peu, et puis finalement que ça marche jamais, ou alors ça peut s'envoler et tu as de la chance, mais c'est une aventure, et les aventures se finissent pas toujours bien, hein, c'est pas comme dans les films. Donc réfléchis bien, et en même temps continue de dire oui et de saisir les opportunités, ou de te créer des opportunités. Donc voilà, c'est ce que je lui dirais. Bon. Est-ce que tu as une personne ou un personnage que tu trouves particulièrement inspirant ? Oui, des personnages qui me font un peu rêver. Toi, le Tintin aventurier, le Juste. Ouais. Voilà, c'est un personnage qui m'interpelle forcément.
Et puis il y en a un autre qui est lié à mes passions, le Bug Danny de mon enfance. Moi, ça me suivra toujours forcément. Encore une fois, quelqu'un de juste, quelqu'un qui n'hésite pas à saisir les opportunités, à découvrir les choses et puis à s'engager dans l'aventure. Et voilà, ce sont deux personnages que j'aime bien. Bon. Et dernière question, est-ce que tu as une phrase, un leitmotiv ou une citation? J'en ai deux. Ah ouais. Très bien. J'en ai deux. J'ai Ne pas subir, Maréchal de Tassigny, vendéen de surcroît. Donc, ça, pour moi, c'est une maxime qui est importante. Enfin, c'était le titre d'un de ses ouvrages, mais ça a du sens pour moi. Même si parfois il faut accepter de ne pas tout contrôler, mais pour autant, il faut surtout pas subir et trouver les moyens aussi de recevoir les choses, mais de faire en sorte qu'elles nous enrichissent, en fait. D'en faire quelque chose. Et puis la deuxième chose, c'est Gandhi, c'est je ne laisserai personne me marcher dessus avec les pieds sales. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. C'est je suis prêt à accepter qu'on me critique, qu'on échange avec moi et qu'on soit pas d'accord, mais par contre pas de quelqu'un qui est pas digne de le faire. Voilà. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut retrouver Home ? La Chaise du Vicomte, zone industrielle La Folie. Vous me trouvez sur Internet et puis sur les différents réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera avec un grand plaisir qu'on prendra le temps. Merci Olivier. Merci beaucoup.